que c'en est fini du serment d'Hippocrate, je ne tuerai jamais. Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Voici les 3 bouts de phrases qui, je pense, tous ensemble, mettent une cohérence. Il faut prendre en compte l'ambivalence du patient. Le patient, il n'a pas une réponse unique, selon les jours, selon sa souffrance, selon sa réconciliation avec ses proches. Il y a peut-être un patient sur 2 qui, en arrivant en hospitalisation, me dit « Docteur, faites quelque chose, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, ou alors je veux mourir ». Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont en souffrance, ils ont du mal à respirer, ils ont des douleurs. Et donc, moi, je suis là pour m'occuper de cette souffrance et pour les apaiser. Ce que je trouve scandaleux, c'est qu'il y a 26 départements en France où il n'y a pas de service de soins palliatifs. Et je pense que vous parliez d'écoute tout à l'heure. Effectivement, il y a un vrai problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de formation dans l'accompagnement et dans la culture palliative, dans le sens où voilà, on arrête d'être dans l'obstination déraisonnable, on arrête d'être dans l'acharnement thérapeutique et on accepte que on n'a pas la capacité de guérir le patient. Moi, je suis pas sûre qu'il manque de loi, je pense qu'il manque surtout de moyens. Ce qui me fait peur, parce que je parle vraiment d'inquiétude personnelle, c'est qu'on demande à des patients fragiles et vulnérables de l'envisager. C'est des patients qui sont beaucoup dans la culpabilité vis-à-vis des soignants qui prennent beaucoup soin d'eux parce qu'ils sont en perte d'autonomie pour la plupart, la culpabilité vis-à-vis de leur famille, mais c'est pas parce qu'ils sont dans la culpabilité qu'il faut acquiescer. Peut-être parfois ces patients vont dire qu'à un moment ils voudraient mourir et là on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Je peux pas prendre ce risque, cette écoute, et en même temps être celle qui va rentrer dans la chambre, préparer une seringue, injecter le produit, dire au revoir, merci, contente de vous avoir connu. Une des premières personnes qui m'avait dit les yeux dans les yeux, docteur, je veux mourir, je veux que ça s'arrête. Et finalement, on a réussi à l'apaiser grâce à des médicaments, grâce à des protocoles, parce que heureusement, on a de la recherche dans le domaine de la fin de vie, et donc on a pu lui faire une perfusion, il a été calmé, il a eu moins de symptômes, et le lendemain, et les jours qui ont suivi, on a organisé un barbecue avec ses amis pour qu'il puisse, encore une fois, profiter de la vie. Si un patient arrive demain à la consultation et me dit « Docteur, je ressens une souffrance insupportable et je pense à mourir », qu'est-ce que je vais lui répondre ? Je ne vais pas lui dire « C'est tout à fait possible, la loi vous autorise. Si je fais ça, je me sens... je démissionne, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas pratiquer ma profession. » Du coup, c'est ajouter au panel thérapeutique cette option de l'injection mortelle, l'injection létale. Il faut appeler un chat un chat. Pour nous, l'euthanasie, c'est pas un soin. Soulager, réduire un symptôme d'inconfort, faire un massage, rassurer, tenir la main, c'est un soin. Les médicaments de sédation, l'objectif c'est de soulager. Et moi je dis toujours que je ne pourrais pas travailler en soins palliatifs si on n'avait pas ces pratiques. C'est elles qui nous permettent de dire à un patient on va rester jusqu'au bout, on ne vous laissera pas tomber, on sera là quoi qu'il arrive. On ne s'enfuira pas, parce que sinon parfois on aurait la tentation de s'enfuir. Et c'est ces médicaments-là, parce qu'on sait qu'on pourra soulager, qui nous permettent de rester. Et ça c'est essentiel. Et l'objectif c'est de soulager. L'objectif de l'euthanasie c'est de faire mourir. Et donc il y a vraiment 2 objectifs complètement différents. En fait le pronostic n'est pas une question médicale. C'est une question très personnelle. Il y a des patients qui lâchent prise alors que nous, on avait l'impression qu'ils avaient encore des ressources. D'autres, au contraire, qui vivent et on se demande qu'est-ce qui les fait vivre, qu'est-ce qui les maintient en vie. Et donc, c'est une question très personnelle. Et donc, c'est absolument impossible de faire des pronostics. Absolument impossible. Et donc, on ne devrait jamais faire de pronostics. Et je pense que c'est un des éléments, peut-être on va en débattre tout à l'heure, mais de la loi qui vient, cette question du pronostic est une question centrale. Et il y a une illusion vraiment complète à faire croire aux gens que la médecine est capable de faire des pronostics. Et moi, je pense que c'est une chance qu'elle n'en soit pas capable. Chacun vit avec ses ressources, avec sa force, avec son histoire, avec son envie ou son désir de vivre ou son absence de désir. Et c'est pas la médecine qui décide ça. En fait, tout droit amène un devoir. Donc s'il devait y avoir un droit à mourir, un droit de choisir la manière dont on veut mourir, ça impose un devoir à qui ? Au médecin. L'article 17 prévoit une peine allant jusqu'à 10 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement pour toute personne qui tentera d'empêcher un patient d'accéder au suicide assisté ou à l'euthanasie. Étant entendu empêcher comme soit une entrave physique ou mais aussi des pressions morales et psychologiques. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Si on prend au pied de la lettre cette formule, on pourrait très facilement accuser des soignants qui prennent en charge un patient qui exprime un désir de mort et qui essayent de l'en dissuader en lui proposant tout simplement de le soigner et de le prendre en charge. Suicide assisté aux personnes déficientes intellectuellement. Rejeté. Vérifier que le discernement de la personne n'est pas altéré. Rejeté. Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de l'expression de la demande, il peut saisir un psychiatre. Mais comment peut-on interdire cette possibilité ? Et puis derrière, il y aura les dérives. Elles existent en Belgique, au Canada, aux Pays-Bas. C'est les enfants, les handicapés, et puis les personnes âgées. Bientôt on dira, il y a trop de bouches à nourrir. C'est-à-dire que c'est le tri sélectif des enfants. Et je vais vous dire, on s'approche là de quelque chose de terrible, l'eugénisme.
l'eugénisme, c'est le tri des humains. Si jamais on passe à cette idée du suicide assisté, comme on dit, ça veut dire que la société devient suicidaire. Et quand la société devient suicidaire, elle se suicide elle-même. On n'obtiendra pas tout de suite dans la première loi, parce que vous avez vu la frilosité que notre pays véhicule sur ces questions-là. Il faut obtenir le plus possible. Et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose, probablement, à la plupart d'entre vous. Dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques. Dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Donc tout ça ne viendra pas tout de suite. Mais dès qu'on aura au moins obtenu une loi pour ceux qui ont une maladie de Charcot, pour certaines formes de tumeurs généralisées, pour ceci, pour cela, après on pourra étendre les choses en disant c'est quand même pas normal qu'il y ait des malades, des Français, parce qu'ils ont telle forme de maladie qui ont droit, et puis les autres qui n'ont pas droit. Donc il faudra introduire cette égalité.